Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6388, l'émission qui fait le tour de la création du jeu de société. Je suis Zéphiriel et bien sûr pour animer cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Salut. Salut Zéphiriel, tu vas bien ? Bah écoute, très bien, encore plus excité que d'habitude pour cette émission, et tu sais pourquoi ? Mais oui, car nous avons des invités. Et absolument, nous avons deux fantastiques invités avec nous, en la personne de Camille Chaussy et de Anne Etzig. Bonjour à vous. Bonjour à vous deux. Alors, pourquoi vous êtes là ? Vous êtes toutes les deux illustratrices dans le monde du jeu de société. Est-ce que vous pouvez prendre déjà une petite minute chacune pour vous présenter rapidement, dire sur quoi vous avez bossé ou sur quoi vous bossez actuellement ou ce genre de choses, Camille ? Oui, donc moi je suis donc illustratrice freelance depuis 5 ans. Donc j'ai principalement travaillé pour du coup des jeux de société. Le tout premier ça a été Tong. Après il y en a eu un certain nombre. Il y a Jurassic Snack. Et là dernièrement il y a Prehistories qui va sortir et je viens de rendre Run avant-hier. Ok, Anne ? Pareil, illustratrice de jeux de société depuis quelques années, quasiment uniquement de jeux de société. J'ai commencé avec Meeple War chez Blue Poker et j'ai fait pas mal de jeux pour Blue Poker. Je suis également maquettiste chez eux. Je suis illustratrice de Welcome et dernièrement là chez Amidi qui vient de sortir chez Expo. Ok, merci déjà alors d'être présente pour cette émission. Ça a été assez rapide, mine de rien, à organiser, donc c'est plutôt cool de voir toute cette motivation à participer à tout ça. Dans le run qu'on fait avec Théo dans ce 103-88, en fait, on vous avait teasé un tout petit peu avant sur une des dernières émissions, effectivement, tout ce qui était illustration qu'on avait laissé de côté parce qu'on savait que l'émission allait venir. Voilà, donc on va discuter en fait de l'intervention de tout ce qui est illustration dans la création du jeu de société, savoir quand est-ce que ça intervient, quelle importance ça prend dans la mise en graphisme du thème, du proto et du reste. Et voilà, on ne sait pas exactement au moment où on enregistre combien de temps ça va nous prendre, donc s'il faut, il y aura plusieurs émissions et j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer tout de suite en lançant la première question. Déjà, la première question, et je pense que c'est la plus importante pour essayer de bien descendre tous les sujets qu'on va avoir, c'est est-ce que on peut nous expliquer la différence entre un graphiste, les illustrations, le maquettiste, tout ça en fait, pour moi c'est de base assez mélangé. J'ai l'impression que ça intervient au même niveau et que c'est exactement la même chose, mais je suis sûr que c'est pas le cas. Camille ? Oui, alors c'est 3 choses différentes, mais ça s'imbrique, donc c'est pas toujours évident de voir la frontière qu'il y a entre tout ça. L'illustration, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est les cartes de jeu avec vraiment l'image dessus. C'est presque parfois comme une peinture, quoi. C'est vraiment quelque chose de très pictural parfois. Le graphisme, ça va être par exemple l'iconographie, ça peut être des petits pictogrammes, c'est par exemple le titrage, et ça peut aussi être la mise en page des règles du jeu, mais on peut aussi parler le maquettiste, il fait aussi ça, et il fait aussi, il me semble, les fichiers finaux pour les envoyer en impression, parce que c'est des fichiers spécifiques, donc ça c'est plutôt peut-être le travail du maquettiste. Mais la frontière est parfois fine. Il y a parfois de l'illustration dans le graphisme. Par exemple, le titrage, par exemple, ça peut être le travail du graphiste, mais parfois on peut avoir envie de mettre de la matière dans le titre, et ça peut être presque un travail où on mélange les deux, où on a un titre qui est presque illustré parce qu'on est revenu presque peindre par-dessus pour donner un peu de volume ou de la texture, etc. Je sais pas ce qu'en pense Anne, du coup. Je suis exactement d'accord. C'est ça, c'est que ça peut tout à fait se mêler parfois dans certains jeux. En ayant en tête, si je dis pas de bêtises, qu'il y a pas mal de grosses maisons d'édition qui ont des graphistes en interne. En tout cas, moi, c'était le cas quand j'ai bossé chez Yellow et chez RoboProd. Mais il y a assez peu de maisons d'édition qui ont un illustrateur ou une illustratrice en interne à 100% dédié. La plupart des illustrateurs-trices sont freelance, alors que les graphistes peuvent être freelance évidemment, mais aussi employés d'une maison d'édition. Et du coup, il est rare de voir le métier, parce que comme l'illustration et le graphisme, ça reste assez proche. Je vais mettre un peu le maquettiste de côté, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la fin de chaîne, finalement. Mais du coup, quand vous êtes embauché sur un projet, vous l'êtes d'abord pour l'illustration, j'imagine, mais si vous avez un
un co-illustrateur, co-graphiste là-dessus. Comment se passe le mélange des deux? Parce que j'imagine que tout doit se lier en fait. J'imagine que quand je vois une carte Magic, tout est assez lié en termes de graphisme et d'illustration, même si il y a une charte de base, j'imagine. Comment on travaille en fait avec deux personnes qui ont peut-être ces deux métiers qui finalement doivent travailler en concordance, mais sans forcément travailler côte à côte? Alors déjà, je reviens juste sur le maquettage. L'avantage de faire ça en plus du reste, c'est qu'on peut voir les fichiers jusqu'à la fin en fait. Donc c'est bien d'être quand tu crées une illustration, de pouvoir aussi la suivre jusqu'à la fin au niveau du profil colorimétrique, parce qu'il y a certains éditeurs qui vont refaire des réglages par-dessus. Quand ça peut être un graphiste ou un maquettiste qui va faire ça, et ça peut être agréable, je trouve, de suivre vraiment le truc du début à la fin. Et en ça, le fait d'être aussi graphiste, c'est pareil, tu vas avoir peut-être plus de facilité à lier le tout. Et quand c'est une graphiste qui travaille après toi en tant qu'illustrateur, là ça va être à lui de refaire ce travail-là, et l'éditeur qui va dire derrière si ça lui convient comme ça ou pas. Mais finalement, je pense pas qu'on ait énormément notre mot à dire en tant qu'illustrateur quand on travaille en amont de ça. Je te rejoins sur ça, Anne. Moi, je l'ai vécu une fois en bossant avec Vincent Dutré, qui fait aussi de la direction artistique et du maquettage. Et je me suis retrouvé à discuter avec lui sur Nagaraja, et il avait des trucs en tête que j'aurais jamais imaginé possible, de dire genre « Ah, mais je sais que tel imprimeur en Chine, son noir, il a tendance à être un peu bouché, donc faut faire attention à sa colorimétrie, et alors que si tu imprimes en Europe, les couleurs vont pas sortir de la même manière, etc. » Et c'est vraiment moi, en discutant avec lui, et du coup encore un peu plus là en discutant avec vous, que c'est ressorti dans mon esprit comme étant un travail un peu minutieux et vraiment très très important pour que le rendu final, ça soit pas une illustration toute sombre ou un truc qui rend pas comme ça devrait rendre, parce que parfois je pense que certains éditeurs peuvent un peu négliger cette partie-là. Ouais, voilà, en fait ça permet d'apprendre énormément de choses et de les appliquer après, même si on n'est pas si on fait pas ce travail-là chez un éditeur et qu'il y a quelqu'un qui le fait, déjà nous en amont en tant qu'illustrateur, on peut savoir que tel profil colorimétrique qui va être utilisé par un fabricant va rendre plutôt ceci ou plutôt cela, et ça permet d'apprendre beaucoup de choses et d'appliquer directement. D'accord, donc un gain de temps au final sur le travail général, ce qui est plutôt pas mal. Je vais revenir un tout petit peu sur le choix entre guillemets de l'éditeur vers un illustrateur ou une illustratrice. Pour donner le terme générique, je vais utiliser ce terme-là pour parler autant graphisme que maquettisme si ça rentre dans le spectre. Vous, par exemple, quand un éditeur vient vous voir en disant voilà, j'aimerais que tu bosses avec moi sur ce projet, qu'est-ce qui va rentrer en compte dans la façon d'étudier le projet pour dire ok, ça me motive ou non, ça me motive pas? Est-ce que c'est le thème en général? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Camille? Oui, forcément, il y aura le thème. Après, j'ai envie de dire, ça va aussi dépendre de l'emploi du temps. Si on n'a pas de projet sous le coude et qu'il y en a un qui arrive, s'il te plaît mais sans plus, mais que t'as rien, des fois, il va falloir le prendre parce qu'il va falloir manger. Mais parfois, quand t'as la possibilité d'avoir plusieurs projets qu'on te propose, oui, c'est vrai qu'il y a des projets qui vont plus nous parler que d'autres, des univers qui vont plus nous parler que d'autres. Et puis après, en dehors de ça, l'idéal c'est de tester le jeu pour voir aussi si le jeu nous parle, parce qu'il y a l'univers parfois, et puis il y a le jeu en lui-même, et on peut avoir des énormes coups de cœur sur des jeux, et il y a des jeux, même si je suis un peu overbookée, je me dis non mais celui-là il est trop bien, j'ai trop envie d'illustrer quoi. Et voilà, après il y a aussi évidemment on va dire tout ce qui est devis et modalités administratives ou paiements qui vont aussi rentrer en compte évidemment pour voir si tout le monde est OK pour partir ensemble ou pas sur le projet. Bien entendu, oui, j'imagine bien que le financier rentre là-dedans et a une bonne motivation, ce qui paraît logique sur plein de choses. Ok, Anne, pareil pour toi sur la motivation que tu peux avoir sur un projet qu'on te présente. Ouais, c'est pareil, la première chose ça va être le timing. Il y a beaucoup d'éditeurs qui contactent pour tout de suite. Et ça, c'est pas facile en tant qu'illustratrice quand t'es obligée de prévoir ton planning des mois, peut-être même des fois une année en avance. Même si le jeu est super bien, que t'adores le thème et tout, si c'est pour tout de suite et que toi t'es en train de travailler, ça c'est assez compliqué.
Mais oui, sinon après ça va être effectivement le thème et puis le feeling aussi avec l'éditeur. Je pense qu'ils ont déjà fait, si ça me plaît, si je m'entends bien avec les gens. Et les modalités de contrat jouent aussi beaucoup. D'accord. Et vous parliez de tester le jeu, d'avoir l'occasion de tester le proto. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, ça? Ça, en fait, je me rends pas compte de, grosso modo, comment ça se passe quand un éditeur vient vous voir, il vous envoie le proto en disant, bah voilà, teste-le si tu veux l'illustrer, ou est-ce qu'il vous explique rapidement le truc et il y a un rendez-vous qui est fait pour éventuellement tester le jeu ensemble? Anne? Moi, je crois que à chaque fois j'ai testé le jeu, il y a peut-être 1 ou 2 fois où ça n'a pas été le cas. Pour When I Dream, Alexis nous avait expliqué le jeu et enfin, la règle était vraiment limpide, donc ça n'avait pas posé spécialement de problème. Sinon, en général, on essaie de jouer en festival ou des fois sur des plateformes de jeux en ligne. Là, avec le confinement, on a quand même pas mal joué sur Tabletop Simulator pour essayer les protos. Ça m'est arrivé qu'on m'envoie des print and play aussi. D'accord. Camille? Bah moi c'est un petit peu comme Anne aussi, où dès qu'il y a la possibilité de tester le proto, évidemment qu'il faut le tester parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. Pas seulement pour savoir si on travaille ensemble ou pas, mais ça va être hyper important pour la suite pour travailler ensemble. Et oui, sinon effectivement il y a moyen de tester des protos sans être forcément tous autour de la même table. Et je me souviens que Bruno Catala m'a fait tester un de ses protos sur PowerPoint en partageant son écran. Donc ça, c'était il est énorme. parfait. Et c'était génial. C'était pour Mosquito Show et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. Enfin voilà, c'était la première fois que je testais un proto sur PowerPoint et franchement, c'était trop marrant. On vous a pas prévenu, mais on a une boîte à Bruno Catala. Quand on le cite, il faut mettre 2 € dedans. Une pièce de 2 Désolé. €, ouais. Ah, bah, je pense que ça va coûter cher ce soir. Mais du coup, je reviens sur le fait de tester le jeu parce que c'est en fait, je me rends pas compte à quel point c'est important pour alors, c'est pour le plaisir, pour le coup de cœur, ça je l'entends, se dire ok, ce jeu j'ai envie de l'illustrer parce que je le kiffe et ça c'est cool. Mais à quel point en fait ça peut amener aussi les idées ou la créativité autour du jeu en fait. Enfin, si demain on joue je dis n'importe quoi, un jeu de cartes sur lequel j'ai fait des triangles, des carrés et des ronds pour illustrer les personnages et que j'ai pas de thème, que c'est juste une mécanique de jeu et que le proto est comme ça. Enfin, ça va vous donner des idées de se dire ah ok, j'ai l'impression de me battre, donc je ferais bien un duel ou je ferais bien un truc comme ça dans l'idée créative, hein, vraiment. Anne? En ce qui me concerne, ça, pour moi, c'est plus le travail de l'auteur et de l'éditeur d'abord, de voir ce que les sensations de jeu vont amener comme thème. Et de jouer au jeu en tant qu'illustratrice, pour moi, c'est vraiment ergonomique en fait. C'est pas ce que ça va m'inspirer, c'est me rendre compte, là, ça, je trouve pas ça pratique, je le comprends pas dans la seconde, donc c'est là qu'il va y avoir du travail. Quand je joue au proto, vraiment, je commence à travailler en fait. Camille? Je suis d'accord avec Anne aussi, même si je crois que ce qui me plaît quand même énormément, c'est le thème. Et en fait, je pense que ça va amener à de prochaines discussions sur cette émission. Mais moi, j'ai la chance de travailler. Enfin, je travaille énormément avec David Perez de The Flying Games. Et à force de travailler ensemble, parfois, il me montre des protos où il y a un thème, mais on ne sait pas trop si ça va être celui-là ou pas. Donc évidemment, avec l'auteur aussi, il faut voir comment on peut transformer le thème ou pas, etc. Mais je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir participer plus en amont possible. Parce que parfois, on peut avoir des idées qui vont... En fait, ça va être un ricochet d'idées parfois. Certaines idées vont donner des pistes à l'auteur et à l'éditeur. Et du coup, ça fait un énorme brainstorming et je trouve que c'est hyper enrichissant en fait d'avoir une forme de trio auteur, éditeur, illustrateur parfois. J'aime tellement ce que tu dis. Et c'est un truc qui nous manque vachement, je trouve, parce que c'est rare que nous, les auteurs, on soit en contact avec les illustrateurs et qu'on discute de ces questions-là. Plus en plus, moi, je bosse avec des éditeurs qui me tiennent au courant de « Ah, on va sûrement proposer à Bidule ou à truc ». Mais cette phase de test et de moment de proto, je sais qu'il y a quelques éditeurs, notamment Yellow l'a fait plusieurs fois, là j'ai entendu parler de ça. Mais moi je rêverais de faire la première partie avec vous et de discuter et de se dire ah bah tiens on fait évoluer un peu le thème dans une direction ou dans une autre. C'est sûr que ça... En plus ça peut vraiment créer des idées
sur la mécanique. Enfin, ça peut enrichir la mécanique et la mécanique peut enrichir l'univers. Enfin, c'est vraiment deux choses qui sont complètement en symbiose, je pense. Enfin, Ça vous est déjà arrivé justement à l'un de vous trois de se dire ok, on a discuté avec la personne en charge d'illustration et en fait on pense qu'il y a une nouvelle mécanique à intégrer au jeu ou alors justement cette mécanique on n'arrive pas à l'illustrer et ça biaise un tout petit peu la façon ou le thème du jeu et d'avoir vraiment une modification vraiment par rapport à ce point-là. Je réfléchis, je crois pas à moi. Pour le coup, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu. Le seul truc où il y a eu un vrai changement, c'est sur The Loop. Je pense que l'univers a shifté pas mal. Il était déjà un peu délirant, crétin quand on a bossé sur le proto, mais Simon Caruso, donc l'illustrateur, est arrivé avec pas mal de créativité sur ce que ça racontait. Et donc ça nous a incité à réfléchir un tout petit peu ce qu'on racontait dans le thème, mais pas tant dans la mécanique. Mais le pitch narratif est devenu différent par rapport à l'apport de Simon dans l'univers, quoi. Mais mécaniquement, il n'y a rien qui a vraiment bougé. Anne, Camille, est-ce qu'il y a un truc chez vous que vous avez apporté dans l'illustration ou dans le graphisme qui a fait se dire ah bah tiens ça me fait penser à une nouvelle mécanique ou ça l'illustre mieux, ça la pousse en avant alors qu'on savait pas comment le faire? Moi, je pense qu'il faudrait que je redemandais à Benoît et à Alexis, mais je pense que sur Welcome, sur Vegas notamment, ça a été tellement un très long travail où vraiment tout était lié en fait. La mécanique, l'illustration, le graphisme, c'est juste tout la même chose. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouvait face à une barrière de quelque chose qui ne marchait pas en termes d'illustration, il fallait faire des petits arrangements, peut-être pas dans la mécanique en elle-même, mais des détails de jeu qui ont évolué pendant la création artistique. Oui, c'est vrai que sur tout ce qui est flip and write ou roll and write ou tout ce genre de jeu, effectivement, l'illustration, le graphisme et tout ça est extrêmement lié au jeu lui-même. Et effectivement, je peux très bien imaginer, surtout sur Vegas, Welcome to Vegas, où tout est vraiment très important dans le moindre détail en fait sur chaque illustration. Rien ne peut être laissé au hasard en fait. La moindre petite illustration, détail, couleur va avoir une incidence importante. Donc là, on était en contact constant avec les deux auteurs, l'éditeur et moi, parce que chaque détail doit être discuté. J'ai une question aussi sur le choix, qui peut paraître un peu basse, mais qui me turlupine régulièrement. Et je vais mettre un tout petit peu la charrue avant les bœufs sur des thèmes qu'on va aborder plutôt à la fin. Mais je sais que ponctuellement, les illustrateurs sont rémunérés en droit d'auteur. Est-ce que vous réfléchissez au potentiel de vente d'un jeu au moment où vous allez le signer? Est-ce que vous dites, tiens, ce jeu, j'aimerais bien l'illustrer, j'aime bien l'univers, mais j'ai joué et je trouve ça un peu moyennasse, du coup, je vais sûrement passer parce que j'ai l'impression qu'en termes de rémunération, ça va pas être aussi intéressant que je joue à ce truc et je sais que c'est avec un éditeur qui a du potentiel, j'ai joué au jeu, je l'ai trouvé vraiment chouette. Allez, c'est parti, je vais m'amuser, peut-être que l'univers me branche un peu moins, mais à mon avis, on va en vendre des palettes, donc allez, c'est parti, financièrement, ça va être plus intéressant, quoi. Alors moi, personnellement, j'ai tellement pas de flair pour ça. De toute façon, je ne pourrais pas me dire en jouant en proto, ça va trop marcher, même si ça me plaît pas, il faut que je le fasse. Sur Welcome qui a bien marché, j'ai eu la chance que moi juste le proto il m'a plu, mais je me suis pas dit ça va faire des super ventes. Donc non, c'est pas ça rentre pas dans la balance. Ok, Camille? Ouais, moi non plus. Je crois que, je pense que la personne qui, en testant le proto, va dire c'est sûr, ça va marcher. Il est très fort parce que, ok, il y a des jeux on trouve qui sont juste géniaux, mais après, même des jeux qu'on trouve géniaux, en fait, on n'en sait absolument rien, quoi. On sait pas comment ça va être accueilli. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette. Ouais, moi non plus, je pense pas pouvoir me dire celui-là il va trop bien marcher, celui-là pas. Ça vous embête pas? Je me suis demandé à un moment s'il n'y avait pas une sorte de pression de se dire tiens, ma rémunération elle dépend du succès de quelque chose, mais j'ai pas tant d'emprise que ça sur le succès parce que la mécanique je la gère pas en fait. Je sais pas, c'est vraiment un truc qui m'a questionné là. Et tu veux dire que ça l'embêtait d'avoir participé à des jeux où visuellement il était content de ce qu'il avait fait, mais qu'au final avait floppé ou l'inverse? Ouais, un peu ça, mais un peu aussi de se dire que t'as pas complètement prise sur le potentiel commercial d'un jeu parce que la mécanique de jeu, t'arrives pas forcément à ce que vous disiez, à se dire tiens, ce proto il a l'air plutôt cool ou non, ça a l'air bof, je vais passer mon tour, quoi. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de
Ouais, de paradoxe de se dire, pour être illustrateur, il faut avoir presque des compétences d'analyse de prototypes pour pouvoir flairer les bons trucs à faire et les trucs à passer, quoi. Je pense que si on était rémunéré que en droit d'auteur, oui, effectivement, ce serait super important. Mais vu qu'en général, c'est une avance sur droit, au pire, t'es quand même rémunéré pour le temps de travail que t'as passé dessus. Et si marche bien et que tu as ensuite des royalties dessus, tant mieux, c'est chouette. Mais je pense que c'est pas forcément grave en fait si on illustre un jeu qui c'est dommage, c'est triste et un peu décevant, puis surtout si c'est quelque chose dans lequel on s'est beaucoup impliqué niveau temps et émotionnellement, mais pour moi c'est pas grave. À mon avis, c'est aussi le fait d'enchaîner des jeux qui fonctionnent pas. Je pense que ça doit être dur parce que effectivement l'avance permet de faire le travail, mais malheureusement, moi en tout cas par rapport à mon vécu, quoi, mon petit vécu sur certains projets, c'est que souvent on passe quand même beaucoup plus de temps. Moi en tout cas pour ma part, je pense que je passe plus de temps que ce que je demande pour que ce soit viable en termes d'avance. Et effectivement, je pense que si on fait que des jeux qui fonctionnent pas du tout, la question se pose de savoir est-ce que en fait c'est viable de continuer ou non ce métier. Oui, c'est plus une donnée financière de se dire j'ai enchaîné 5-6 projets là sur l'année et il n'y en a aucun qui m'a fait vraiment cartonner. Et en vrai, sans ça, est-ce que vaut mieux pas changer de domaine, plutôt que rester sur les jeux de plateau, penser à autre chose. Ouais. C'est en ça que les droits d'auteur aussi peuvent être super importants pour les illustrateurs, parce que ça te permet de lisser un peu ton travail et de pas juste être rémunéré au lance-pierre parce que t'as fait un contrat, t'es pas obligé d'enchaîner les choses rapidement. D'avoir des droits d'auteur, ça permet d'être moins précaire en fait, de prendre plus le temps, de mieux t'investir dans un jeu. Donc c'est tout bénéfique pour tout le monde, parce que même pour l'éditeur et pour les joueurs, si t'as plus pris le temps de bien travailler ton truc, parce que tu sais que t'as des jeux qui te permettent qui marchent et qui de toucher des droits d'auteur, ça permet d'être plus serein dans son métier et sans doute de mieux le faire aussi, je pense. Moi, je vais poser une question qui est un peu à l'inverse de celle de Théo finalement, mais qui la rejoint dans le sens, est-ce que ça vous arrive de dire ok, cet auteur-là de jeu, je sais que les 2 derniers qu'il a fait, ça n'a pas cartonné, du coup je vais passer mon tour sur celui qu'on me propose et qui est de lui, ou d'un éditeur, hein, tout simplement de dire je vais éviter de travailler avec cet éditeur parce que trop petit, ou les 2 derniers jeux ont pas du tout fonctionné et j'ai pas envie de perdre du temps sur un truc qui me rapportera que justement l'avance. Camille? Non, moi j'ai jamais eu ce raisonnement. D'accord, un peu dur comme raisonnement, j'imagine, mais Non plus. ok, d'accord. Ok, on va avancer un tout petit peu sur les étapes de création sur le jeu. Une fois que vous avez le projet, voilà, on vous a présenté un proto, vous avez flashé dessus et l'éditeur en plus c'est trop sympa, donc ça tombe bien. Comment on aborde le sujet en général? Vous avez joué, on vous a annoncé un thème médiéval fantastique, pirate, futuriste, je sais pas, qu'importe. Comment vous l'abordez? Quelle est la première étape de travail pour vous, Anne? Alors déjà, il y a le cahier des charges qui aide beaucoup. Moi, je patafixe sur mon mur tout ce que je vais avoir à faire. Déjà, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, je fais beaucoup de recherches en général. Après, ça dépend du thème, s'il est assez réaliste ou non. Des fois, avec l'éditeur, on sait déjà exactement où on veut aller, dans quel style, je propose directement des croquis. Et sinon, je partage mes recherches pour qu'on se mette d'accord ensemble sur l'ambiance, les couleurs, le style graphique. Camille? Ouais, moi je pense que je procède pas mal comme Anne aussi. J'énumère les illustrations qu'il y aura à faire. Je marque aussi tous les formats qu'il y a en face. Et puis après, je procède par étapes. Si on sait où on va, si c'est dans une sorte de gamme, on va dire, où on sait graphiquement où on va, il n'y a pas vraiment besoin de tester graphiquement, on va dire, les choses, on sait où on va. Et là, je fais par étapes croquis. Surtout pour les couvertures, je fais des brouillons couleurs. Puis après, mise en couleur finale pour chaque élément, quoi. Par contre, parfois, ça m'est arrivé de travailler sur des projets où, en fait, il fallait que je développe un style. Et là, pour le coup, il y a une étape avant, c'est de se dire sur quoi on part vraiment graphiquement.
ça va être décrayonné, mais ça va être aussi une mise en couleur finale, parce que la couleur, c'est tellement important et la technique de mise en couleur peut tellement tout changer sur une image que du coup, ouais, je dirais presque là, tu fais comme si tu faisais par exemple une carte ou une image finale, tu vas jusqu'au bout de l'image et après, si on valide cet univers graphique, là, on repasse en mode croquis pour tous les éléments, puis mise en couleur. Quand tu dis, j'ai même oublié le terme que tu as utilisé, tellement il m'a il m'a fait bizarre. C'est création d'univers, je crois que c'est le terme que tu as utilisé en disant, c'est-à-dire une nouvelle création, type quelque chose qu'on n'a jamais vu du tout. Enfin, genre, on parle d'un médiéval fantastique, mais dans lequel il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de trucs, il n'y a même pas d'humains éventuels. C'est quoi? C'est tout un nouveau monde clair? Je me suis peut-être mal exprimée. Moi, personnellement, m'ouvrir à un autre univers graphique, c'est-à-dire aller là où je ne vais pas graphiquement. Je parle d'univers graphique, c'est pas forcément parler d'un univers. En fait, pour un seul et même, par exemple, pour l'Heroic Fantasy, tu peux avoir plein de façons d'illustrer le même thème. Et c'est peut-être pas ça, c'est un terme qui sort un peu de nulle part, mais ouais, pour un même thème donné, tu pourrais avoir une infinité de styles d'illustrations différentes pour illustrer un même thème. En gros, là, ce que je disais, c'était d'aller chercher un style graphique différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais pas si c'est très clair. Si, je vois complètement. En fait, j'avais en tête un peu l'idée de Gloomhaven où l'univers en fait est un peu médiéval fantastique, mais il n'y a rien de ce qui a été créé dedans qui est déjà vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'elfes, les races qui ont été créées sont complètement nouvelles et sorties de l'esprit des créateurs. Donc, je pensais que c'était plutôt dans ce sens-là que quand tu appelais un nouveau thème ou un nouvel univers. D'accord. Moi j'ai une question pour Anne sur la recherche, et Camille aussi parce que tu l'as aussi évoqué, mais quand tu parles de recherche, c'est de la recherche genre je vais illustrer un jeu avec des animaux et donc je regarde des photos sur internet de c'est quoi l'anatomie d'un zèbre ou d'un éléphant, ou est-ce que c'est aussi regarder des jeux qui existent déjà dans le même univers, regarder des illustrations qui existent? Je suis vraiment curieux de c'est quoi exactement ce processus-là? Alors ça va vraiment dépendre du jeu, mais effectivement par exemple pour un jeu sur les animaux, j'ai déjà regardé l'animal en photo réalisme à quoi il ressemble, parce qu'on n'a pas l'habitude de dessiner des abeilles tous les jours. Et effectivement, après tu vois aussi en fonction du public, si c'est un jeu plus familial, peut-être que ça va pas être totalement réaliste, peut-être que ça va être plus stylisé. Et là, de voir certains codes graphiques qui ont été utilisés que j'aime ou que j'aime pas. Et moi, à force de faire des croquis, des fois en reproduisant même des choses qui ont déjà été faites, tu te dis ça marche, je comprends pourquoi cette personne a fait ce choix-là, j'aime bien, je vais essayer d'aller chercher dans cette direction-là, ou inversement, non, vraiment, ça fonctionne pas, c'est pas ce que je recherche pour ce jeu. Donc c'est aussi des recherches effectivement d'illustration. Ça peut être des couleurs aussi, parce que suivant le thème et encore une fois le public, des recherches d'ambiance, ça peut être assez important. Camille? Oui, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est d'abord d'aller chercher, moi j'appelle faire de la pige, et je vais chercher plein d'images sur internet, que ce soit ça peut être ciblé sur l'anatomie d'un animal, ou simplement sur une ambiance, une image qui va dégager une ambiance colorée, plein de choses comme ça en fait. En fait, d'énormément nourrir son œil avant même de poser le crayon. Moi, c'est une étape qui est primordiale sur tous les projets avant même de commencer. Ça vous prend combien de temps cette partie de nourrir l'esprit sur un thème, sur une façon de bosser, sur les prochains croquis en tout cas, ça vous prend combien de temps en moyenne, Camille? Je dirais que ça dépend aussi de la connaissance qu'on a du thème. Si c'est sur des animaux que je connais, j'aurai moins d'images à aller chercher que si c'est sur un thème, que ce soit sur des animaux ou sur un thème, par exemple sur l'Égypte, pour essayer d'être quand même raccord avec, trouver de la référence, référence historique, etc. aussi. Donc je saurais pas trop dire là comme ça peut prendre une demi-journée, parfois plus, parfois moins. Anne? Pareil, je saurais pas non plus, parce que des fois même en cours de route dans un jeu, je me retrouve à devoir repasser à cette étape-là, donc des fois ça prend plus de temps que je ne l'aurais cru au départ. Donc là, on dépasse l'étape du croquis, premier
premier croquis, premières illustrations un peu finies avec l'étape de couleur et de colorisation, pour appeler ça un peu pro. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs façons de coloriser un même dessin et qui va vachement jouer sur l'ambiance, sur le final, le rendu final. Est-ce que vous passez par l'étape, alors je vais dire, j'ai l'impression de dire un gros mot parce que quand je l'utilise, je sais que je l'utilise jamais de la bonne façon, mais à l'étape mood board, ou est-ce qu'on l'a déjà passé à ce moment-là, ou est-ce que ça n'existe pas du tout dans votre type de métier? Anne? Moi, en général, je crois que j'ai fait. Enfin, si je sais pas ce que toi t'as pas de mood board. Pour moi, ça va être justement une planche avec plusieurs documentations qui vont aller dans l'esprit de ce que je veux faire. C'est ce que tu veux dire aussi, ou c'est plus avec des illustrations que nous on aurait faites? J'imagine, c'est vraiment le côté, je pense à ces couleurs-là, je pense à plutôt ce type de dessin, ce type de violence graphique, si on parle de combat, ou type d'illustration un peu plus punchy ou plus douce sur l'idée. Enfin, j'imagine que c'est ça en tout cas. Là-dessus, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de mal utiliser le terme, donc je suis encore très. Jusqu'à maintenant, moi, ça a toujours été l'éditeur, quand il y a eu des moodboards, ce qui est vraiment pas fréquent, qui m'en a fourni un en me disant bah voilà, on a déjà eu la réflexion de direction artistique et c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Et j'en ai fait un moi-même pour la première fois là il y a quelques semaines, et au final ça a servi à rien parce qu'on n'a pas du tout suivi ce qui était sur le moodboard en question. Camille, pareil, j'imagine du coup. En fait, c'est presque l'étape dont on parlait précédemment pour moi. Après, ceci dit, je travaille souvent aussi avec Igor Polushin qui s'occupe de la direction artistique. Donc lui, il me fait pas des moodboards à proprement parler. Mais parfois, à un moment donné dans le projet, on va se dire non mais là, il a l'air un peu trop gentillet ou personnage, ou il va m'envoyer par exemple 1 ou 2 images en me disant tu vois là, faudrait qu'il soit un petit peu plus badass. Un petit peu comme sur cette image-là. Ça peut arriver en milieu de projet, un peu aussi comme ça, pour recentrer. Mais si, je crois que j'ai déjà eu un moodboard pour Via Magica, où là, il y avait des images de référence. Il y avait une direction artistique avec carrément un PDF, etc. Donc, ouais, je pense que ça dépend en fait de l'éditeur avec qui on travaille, s'il y a une direction artistique et comment le directeur artistique fonctionne aussi. J'ai l'impression que ça fonctionne pas aussi de la même façon d'un directeur artistique à un autre. En fait, du coup, là, en fait, on amène entre guillemets pour la première fois la notion de directeur artistique dans la discussion, et je me dis, c'est bizarre qu'il arrive aussi tard dans la façon de gérer le choix artistique dans tout ça. En fait, du coup, je me dis, c'est lui qui va avoir l'aval final sur chaque illustration, chaque détail du jeu. Mais ce type oui ou non déjà, parce que j'ai l'impression de dire, je suis pas sûr de ce que je dis. Ça dépend déjà beaucoup s'il y en a un ou pas. Alors nous d'ailleurs, parce que, je sais pas pour toi Camille, mais moi je crois que j'ai travaillé peut-être une seule fois avec un directeur. Ouais, moi c'est, en fait Igor est là quand même en amont, hein. Il intervient quand même avant. En fait, avec The Flying Games, il y a toujours Igor en direction artistique. Et c'est vrai qu'au début, il guide pas mal en fait, Jurassic Knack, ça a été le premier jeu qu'on a fait ensemble. Et en fait, là, il me faisait des esquisses de ce qu'il attendait. Par exemple, pour la couverture, c'était vraiment des esquisses rapides. Et en fait, plus le temps passe, plus, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de liberté. Et effectivement, c'est à lui que j'envoie mes images et qu'il les valide avec David. Et c'est lui qui va me dire c'est OK ou c'est pas OK. Mais globalement, je connais pas trop d'autres directeurs artistiques, mais il me laisse énormément de liberté en fait. Même là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'avec David, on travaille ensemble parfois sur. Ça s'est passé là juste avant qu'on enregistre. On a travaillé tous les deux sur un proto. Et Igor, je suis même pas sûre qu'il ait encore joué au jeu, tu vois, etc. Et on discute ensemble avec David, on discute de la taille des éléments, on discute de plein de choses en fait, de ce qu'on va mettre sur les éléments. Ça s'est pas passé comme ça pour Jurassic Knack par exemple, hein. Mais aujourd'hui, avec les différents jeux qu'on a eu l'habitude de faire ensemble, maintenant on aime bien parler tous les deux de sur quoi on va partir. Là, on va faire une réunion avec Igor en lui disant bah voilà sur quoi on pense partir, est-ce que tu penses que c'est bien quoi. Donc c'est libre quoi. C'est chouette parce que Igor il est là et il a de l'expérience et il peut dire non mais là je pense que c'est pas une bonne idée, mais plus les projets avancent, plus je me sens avec David force de proposition. D'accord. Oui, il y a une forme d'osmose de travail qui se crée au fur et à mesure qui permet en fait d'avoir de meilleurs échanges.
qui est intéressante d'ailleurs parce que vous la partagez un peu toutes les deux, je trouve, parce que Camille, t'es quand même pas uniquement, mais on t'a vu beaucoup chez The Flying Game, et Anne, on t'a vu beaucoup chez Blue Cocker, et c'est marrant de voir cette. J'imagine que c'est une relation de travail qui a dû se créer au fur et à mesure et qui est suffisamment agréable pour qu'elle se renouvelle. J'espère que si jamais ça se passait mal, vous arrêtiez, quoi. Mais c'est intéressant de voir cette espèce de fidélité qui donne aussi une certaine ligne éditoriale graphique chez les éditeurs. Qui est assez agréable. Là, je sais que je vois un jeu... des fois, c'est presque trompeur d'ailleurs, mais je sais que je vois un jeu, Camille, dont tu as fait la couverture. Je peux me dire, ça doit être un jeu chez The Flying Games. Tout comme Anne, notamment sur le style que tu as développé sur Welcome. Il est très, très, très lié à l'univers du jeu et à l'éditeur. C'était même pas une question d'ailleurs, je me rends compte. Mais c'est très bien parce que, écoute, on arrive à la fin de cette première partie d'émission et même si c'est très frustrant pour moi d'abord parce que j'ai envie de continuer tout de suite là, mais et pour tout le monde, on va mettre une première pause à cette émission. On va faire cette émission autour de l'illustration dans le jeu de société. On va la faire en 2 fois parce que beaucoup de choses à dire et beaucoup d'interlocuteurs. Donc on n'avait pas envie de faire une émission trop longue à chaque fois et essayer de garder notre template d'émission. Donc je vais faire un mini résumé de ce qu'on s'est dit là. Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que je vais oublier, donc n'hésitez pas à me reprendre si besoin. On a fait une différence entre tout ce qui était graphisme, illustration et maquettisme dans le monde du jeu. On a vu que c'est quand même 3 métiers qui étaient extrêmement liés les uns aux autres, mais quand même assez différents, qui amenaient 3 faces différentes sur le jeu. On a vu comment vous acceptiez un projet ou non, savoir s'il y avait très souvent un coup de cœur ou si c'était justement une place dans l'agenda, ce qu'on peut complètement comprendre parce que effectivement ça reste un travail, même si on a tendance à l'oublier quand on est joueur, je pense. Savoir comment vous commenciez à travailler et avoir l'idée de la création lorsqu'on vous apporte le thème ou voir le cahier des charges, même si ça fait très pro quand on le dit comme ça, comme faire les premières phases de recherche d'images tout simplement pour se nourrir la créativité et sortir les premiers croquis et les premières mises en couleur pour voir le thème et ce que ça va donner en résultat final. Je pense avoir fait à peu près le tour, ou est-ce que j'ai oublié des choses? C'est bien. C'était bien. Ouais. Ok, écoutez, merci pour cette première partie. Un petit insert de quelques secondes pour vous indiquer qu'on va faire un épisode FAQ avec Théo dans pas très longtemps. Donc si vous avez des questions à poser pour cet épisode, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous en DM, Twitter, directement ou sur Discord ou ailleurs. N'hésitez pas pour envoyer vos questions, comme ça on fera un gros global de tout ça. On pourra faire un épisode avec toutes les questions qui reviennent. Voilà, on reprend l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette émission, cette suite d'interviews. D'ici là, prenez soin de vous, jouez bien, éclatez-vous, et voilà. Ciao. Bisous. Au revoir. Ciao.